forme s'impose, mais de la même manière, ça serait vrai aussi pour nombre de partis politiques qui ont perdu beaucoup de leur légitimité et souvent leur crédibilité auprès des populations. On est arrivé dans une situation où souvent on voit que les syndicats ne sont plus en phase avec ces mobilisations. Par exemple, d'après ce que j'ai lu, mais ce que j'ai compris de ce qui s'est passé au Portugal, ces grandes manifestations se sont faites de manière presque spontanée, indépendamment des syndicats qui, semble-t-il, étaient plutôt opposés à ce type d'occupation des rues. Donc voilà, après, ça renvoie aussi à la question syndicale, mais là je suis, j'allais dire ignorant, parce que même si je suis syndiqué moi-même à titre personnel, je n'ai pas du tout de réflexion en pratique syndicale réelle. Après, comment est-ce que les syndicats se réajustent avec les mouvements populaires quand ils existent et quand ils se manifestent? Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt à vous de dire des choses éventuellement ou d'ouvrir une discussion, parce que moi je n'ai pas d'éléments particuliers. Mais juste pour résumer, ce qui est absolument essentiel, c'est qu'on ait des relais de pouvoir qui puissent jouer avec le système institutionnel qui va rester assez durablement, sauf écroulement tellement invraisemblable que c'est très difficile de raisonner sur voilà, un changement total de paradigme rapide. Donc la question du jeu avec l'institution est tout à fait essentielle. Soyez pas timide. Monsieur. Bonjour, Thierry Levis, psychologue du travail. Je me pose une question, à savoir si, étant donné qu'une large partie de la population a une interprétation, une vision plutôt simpliste du politique, de la politique, et vote donc en conséquence, largement influencé par des informations qui réduisent le débat et qui n'ouvrent pas, qui ne comprennent rien à ce que vous dites, j'en suis convaincu, malheureusement. Est-ce que la voie royale au changement est réellement la démocratie? Je dirais d'autant plus oui, puisque mon propos tend à dire que nous ne sommes pas en démocratie. Quand j'emploie le terme d'oligarchie, peut-être que ma formulation a été un peu vague. En fait, ça n'est pas seulement pour moi l'équivalent d'une classe dirigeante, des classes dominantes. C'est aussi un régime politique. C'est un petit peu la difficulté du mot oligarchie. Ça désigne à la fois une réalité sociologique, l'ensemble des oligarques, des gens dont leur mode de vie et leur réseau d'appartenance appartiennent à une certaine classe, à un certain groupe social, mais en même temps, c'est un régime politique. Et d'ailleurs, les Grecs qui l'avaient défini à l'origine, il y a plus de 2000 ans, le pensaient comme un régime politique, à comparer à la démocratie et au despotisme ou à la dictature. Donc, je pense en fait que nous ne sommes pas réellement en démocratie. Nous sommes en oligarchie. Et donc, si on pose la question sous cet angle, la question très pertinente que vous posez prend un autre sens. C'est-à-dire qu'on peut dire, les gens pourraient comprendre le type de discours et d'arguments que moi et d'autres disent, et d'ailleurs souvent ils le comprennent très bien, mais on est engagé à la fois au jour le jour dans un système de contrôle, le terme est un petit peu fort, mais en tout cas d'influence extrêmement forte de l'opinion publique, dans un certain sens. Et je veux dire, vous connaissez mieux que moi le poids de Québecor et l'organisation du système médiatique au Québec, mais c'est de même nature en France, encore pire aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire que, et je dis ça, je suis moi-même journaliste dans mon propre pays, donc à la différence des syndicats, là j'ai une expérience très concrète et très précise de ces choses, donc je l'affirme avec d'autant plus de force. On a un système qui fait que tous nos concitoyens, peut-être qu'ils sont simples, parce qu'ils n'ont pas été à l'UQAM ou à d'autres universités, mais enfin, ils peuvent tout à fait comprendre, comme tout citoyen ouvert à un certain nombre de choses.
Mais en revanche, quand on vous rabâche jour après jour que nous sommes en démocratie mais qu'on ne peut pas faire autrement, qu'il faut absolument la croissance et qu'il n'y a absolument aucun problème que telle personne soit nommée. Je reprends cet exemple, il est très marquant, président de la compagnie publique qui est un des symboles de l'autonomie du pays et qui en plus il le fait bénévolement. Voilà, je veux dire, on est pris dans un bas quotidien d'information, et on pourrait aussi parler de la publicité qui joue un rôle absolument considérable. Et donc, j'allais dire, les discours ne sont pas audibles de la même manière. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si on se place sur une période un peu plus longue, c'est que précisément, il y a eu une évolution très forte sur les 30 dernières années, pas seulement sur la question des inégalités, mais sur un changement profond de nos sociétés qui a notamment affecté la façon dont on s'informe et dont la communication se fait entre les gens. Pour le dire simplement, la télévision a pris une importance tout à fait considérable à l'époque, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, elle avait un rôle bien moins grand, même en Amérique du Nord, et les autres modes de communication beaucoup plus interactifs, beaucoup plus interpersonnels avaient un rôle plus important, et que par ailleurs, on a été pendant la trentaine d'années dans une entreprise presque de SAP pour dire qu'il n'y avait pas d'alternative possible. C'était précisément l'italiano alternative, ça veut dire aussi il n'y a pas d'autre choix politique possible que celui que nous mettons en œuvre. Et donc, dans l'esprit de nos concitoyens, et d'ailleurs de beaucoup d'entre nous, la politique n'est pas devenue n'était plus une discussion sur des grands choix politiques dont la radicalité les rendait extrêmement compréhensibles parce que partout par chacun, mais devenue juste une affaire de lutte de pouvoir. Et donc c'est aussi évidemment la politique est aussi une affaire de lutte de pouvoir, mais ça n'est pas que ça. Et c'est devenu que ça. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir si monsieur et madame X du parti Tartampion va manifester des qualités supérieures qui permettront de l'emporter sur madame Tartampion et monsieur Dupont à la prochaine échéance électorale, et puis les 5 années suivantes, il faudra se taire parce que voilà. Et donc ça crée aussi ce sentiment de désinvestissement des gens par rapport à ce que l'on appelle politique. Ce détour est peut-être un peu long par rapport à la question directe que vous me posiez, mais c'est pour dire que les choses sont là. Donc après, ça pose la question de savoir comment on peut sortir de cette situation et comment on peut imaginer arriver tout simplement à recréer les conditions d'une délibération démocratique. Et moi je dirais que les choses évoluent quand même vite, c'est-à-dire que on peut tous comprendre, simple ou pas simple, ayant fait des études ou pas, et quand les choses deviennent absolument évidentes. Et de plus en plus, il y a des situations qui deviennent évidentes. D'après ce que j'ai compris, ce qui s'est passé l'année dernière, il y avait des choses qui étaient évidentes. Et donc, il y avait énormément de gens dans la rue, et ils n'avaient pas lu les 3 tomes de Chomsky, de Marx, de je ne sais pas qui, avant de dire je vais aller taper dans la rue avec une personne. Au Portugal, les choses sont évidentes. Vous voyez, de plus en plus, il y a la réalité des choses qui met les choses en mouvement. Après, et c'est là qu'en tant que journaliste confronté aux logiques oligarchiques de contrôle des médias, je me sens un peu impuissant, on ne sait pas très bien comment réouvrir les espaces de délibération. Parce que là, il y a une bataille très sévère, même si elle est peu visible, sur ce terrain-là. Alors la solution qu'on est aussi en train de trouver, c'est quand même de sortir par Internet, par tous les appareils, les téléphones, etc., Facebook, en fait, tous ces dispositifs qui offrent un potentiel de changer les choses et de communiquer différemment pour réintroduire peut-être l'espace de la délibération. Mais en même temps, si l'on pense par exemple aux classes populaires, alors, est-ce qu'elles ont accès à cette modalité qui suppose aussi une maîtrise du discours à laquelle on n'est plus habitué? Je veux dire par là qu'il y a un troisième phénomène qui s'est produit,
c'est que l'absence d'alternatives très apparentes et le fait que de plus en plus nettement les politiques, y compris mises en œuvre par les partis dits de gauche, n'étaient pas à l'avantage des classes populaires, eh bien, il y a un désinvestissement des classes populaires de la chose politique qui passe pas seulement par le discours, mais qui passe aussi par le vote, et donc par des phénomènes d'abstention. Et ce qui a un effet absolument dramatique, parce que là on est dans un cercle pervers, où, puisqu'il y a de plus en plus d'abstention de la part de ceux qui auraient le plus intérêt à avoir des représentants qui portent leurs intérêts, du coup dans le système électoral, tous les candidats ont tendance à faire la politique de ceux qui votent pour eux. Donc les classes moyennes et les classes supérieures. Et donc on a aussi par ce mécanisme un glissement vers les politiques qui ont toujours été plus néolibérales ou de droite. Et ça, j'ai pas la réponse en fait non plus à ça. La réponse qui essaie d'être trouvée par en France le parti de gauche, c'est de faire un discours délibérément tourné vers les classes populaires, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais l'évolution des choses fait que enfin, je simplifie quand je dis classe populaire, c'est comme toujours évidemment plus compliqué, mais ont tendance à aller vers l'extrême droite, qui offre en fait apparemment l'alternative de refus du système la plus évidente, tout en allant dans un sens qui est plus ou moins, à mon sens, ça c'est mon opinion, suggéré, qui a l'avantage du système oligarchique, qui est la logique de xénophobie, de communautarisme, etc. Ce qui est en fait assez acceptable par le système capitaliste. Alors qu'une politique de gauche qui serait aussi de fort affrontement, au moins rhétorique par rapport au système, mais qui dirait l'enjeu essentiel, c'est les inégalités, c'est les riches, etc., est mal perçu par le capitalisme. Donc on est dans cette autre difficulté. J'ai l'impression de plus énumérer des questions que d'apporter des réponses, mais je préfère... voilà. Bonjour Monsieur Kalb, merci pour votre conférence. Alors, je suis étudiant à l'UQAM et je vous corrige, à l'UQAM nous ne sommes pas éclairés, nous sommes illuminés. Alors, ma question s'adresse principalement à l'oligarchie dont vous décrivez tous les travers. Je trouve que vous allez un peu vite en besogne quand vous parlez de l'oligarchie comme une sorte d'instance monolithique qui contrôlerait toutes les ficelles de l'économie internationale, parce que c'est l'oligarchie elle-même qui a instauré, par exemple, un système de taxe carbone relayé par la Banque mondiale, relayé ensuite par des institutions de crédit privé telles que Merrill Lynch, telles que Goldman Sachs, et qui trouve un intérêt économique à investir dans, par exemple, des taxes carbone contre la déforestation au Ghana, dans les forêts équatoriales, au Vietnam, etc., pour continuer le processus de déforestation qui a lieu, bien sûr, dans les pays du Nord. Donc, d'une certaine manière, l'oligarchie tente d'apporter des réponses à la crise environnementale à travers l'élaboration d'un système de compensation et de marché carbone. Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur ce sujet. Merci. D'abord, l'oligarchie n'est pas monolithique, justement. C'est une des différences avec la dictature. La dictature, il y a le despote et ses obligés qui décident, et il n'y a pas de débat. Dans l'oligarchie, il y a un débat. Il peut y avoir des vues différentes, etc. Mais une fois que, en quelque sorte, les grandes lignes sont posées, elles s'appliquent. Et qu'il y ait des débats, par exemple, il y a un débat en ce moment sur la politique à mener, la politique économique à mener. Donc il y a des voix qui disent, mais attendez, chercher à éteindre la dette, à obliger tous les États
à réduire leur déficit budgétaire et suicidaire, etc. Donc il y a un débat qui finit par s'exprimer. Il y a eu le FMI qui a fait un rapport. Donc voilà, c'est pas monolithique. Si j'ai donné l'impression de considérer que c'était monolithique, c'est parce que je me suis mal exprimé, mais il y a un jeu. Il y a un jeu, mais sur les valeurs fondamentales qui sont, on va y venir, la marchandisation généralisée des rapports sociaux et des problèmes qui se posent, que ce soit la privatisation, que ce soit la compétition, voilà, un certain nombre de valeurs capitalistes, là il n'y a pas de débat. En ce sens-là, c'est là qu'on a vraiment une cohérence extrêmement forte dans le système oligarchique à l'heure actuelle. Après, c'est pas vraiment la taxe de carbone, vous l'avez dit ensuite, c'est le marché du carbone. Je pense que le système capitaliste voit bien quand même les choses. Il voit bien qu'il y a un problème absolument massif avec la crise écologique. Et il voit bien que c'est un potentiel de remise en cause de ce qu'on appelle actuellement le capitalisme, c'est-à-dire les règles du système économique dévastateur. C'est-à-dire si on prend au sérieux la crise écologique, on est amené à remettre en cause ces règles et ce système de valeurs. Donc, prenant en compte c'est quand même l'ampleur de la crise écologique, ils cherchent à y répondre par leur système. Et donc, vous avez cité le marché du carbone par rapport aux forêts, par le mécanisme RED. On pourrait aussi citer, par exemple, il y a un choix sur les technologies énergétiques. Il y a une partie du capitalisme qui dit il faut tout faire, les éoliennes et les centrales solaires vont résoudre le problème. Et d'ailleurs, on voit que souvent, ces énergies nouvelles sont réappropriées par une logique de grand capital, de grandes firmes, et au lieu d'être dans une logique décentralisée, comme c'était l'idée initiale des écologistes, font des instruments de plus en plus grands, massifs, sur des centaines d'hectares, et donc dans une logique d'accumulation du capital, sans pour autant que les autres groupes qui veulent faire des centrales nucléaires ou d'autres options en soient dissuadés, ou des sables bitumineux, ou ce genre de logique. Donc, je veux dire par là, non, le système prend conscience, mais il essaye d'apporter, parce que quand même le marché du carbone ne fonctionne pas, il s'est écroulé au niveau européen, c'est-à-dire qu'on doit être une tonne de carbone de 2 €, c'est 3 $, c'est vraiment misérable, c'est-à-dire qu'en aucun cas changer les comportements pollueurs. Et aussi, c'était une tentative de résoudre le problème selon les mécanismes du marché, en l'occurrence, mais si ça ne marche pas, il laisse tomber le problème. Parce qu'on est par ailleurs dans une situation où la recherche de pétrole et d'énergie, c'est-à-dire la question énergétique est vraiment fondamentale, continue presque comme avant. Parce que l'essentiel, c'est de ne pas changer le fonctionnement global du système, et notamment l'idée d'avoir une énergie relativement peu chère pour continuer à huiler sans avoir à remettre en cause les valeurs de consommation et donc l'équilibre social. Donc voilà, ils ne sont pas monolithiques, ils tentent d'apporter des réponses, certains d'entre eux en tout cas, mais si les réponses ne sont pas apportées, ils n'en cherchent pas vraiment d'autres. Sauf que là par exemple on voit chez les plus lucides d'entre eux une tendance qui est en train d'apparaître, de se développer à mon avis, et dont The Economist, qui est l'hebdomadaire britannique, qui est vraiment à la fois extrêmement intelligent, mais qui est vraiment un des meilleurs porte-parole ou idéologues du système capitaliste ou de l'oligarchie à l'heure actuelle, est en train de dire oui, le changement climatique. Vous voyez, on pourrait dire par exemple l'oligarchie n'est pas monolithique, parce qu'il y a toute une partie qui dit le changement climatique c'est de la bêtise, donc Stephen Harper, Bush, un certain nombre de grosses firmes états-uniennes, etc. Pendant que d'autres, comme ceux que représente The Economist, disent non, le changement climatique c'est un vrai problème. Mais comme on ne peut pas changer fondamentalement le système et que le changement climatique va arriver, qu'est-ce qu'on commence à dire? On va faire la géo-ingénierie. Puisque le marché du carbone ne fonctionne pas, on va aller dans la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est l'idée qu'en agissant sur un certain nombre de régulations
régulation atmosphérique, on va pouvoir changer le climat. L'exemple classique, c'est envoyer des sulfates, des particules de sulfate, je crois que c'est des aérosols dans l'atmosphère qui vont capter une partie du rayonnement solaire qui ne parviendra pas dans l'atmosphère. Une autre idée, c'est d'essaimer l'océan en sulfate de fer pour développer le plancton qui absorberait plus de CO2. Donc vous voyez, c'est le type de solution dans lequel il s'oriente, où il faudrait s'orienter, parce que c'est une solution qui ne remet pas en cause le système de valeur le système de valeur du capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire, on va avoir une technologie qui va répondre au problème, on ne va pas changer les autres modes de régulation économique, et il y a même des entreprises qui vont se spécialiser dans la géo-ingénierie qui peut-être gagneront de l'argent. Ceci dit, la géo-ingénierie, c'est presque comme le marché du carbone, ça risque d'être très inefficace et ça pourrait aussi être très dangereux. Mais ça, à la limite, il y a l'ITC Group qui est à Ottawa qui fait le meilleur travail là-dessus en anglais, autour de Pat Mooney, qui travaille beaucoup sur la géo-ingénierie, qui pousse à mettre en avant. Donc voilà, c'est... Ouais. Bonsoir. Merci beaucoup, M. Caron, pour votre présentation. Mon nom est Jean-Michel, je suis étudiant ici même en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Ma question est forcément, vous venez d'aborder un peu le thème. J'aimerais peut-être aller un peu plus en profondeur. J'aimerais savoir ce que vous pensez en fait des organisations internationales, notamment l'ONU, mais aussi les organisations à vocation économique, donc la Banque mondiale, le FMI et l'OMC. J'aimerais savoir si vous considérez ces organisations-là comme des leviers pouvant aider justement cette finalité qui est de diminuer notre consommation matérielle, ou si plutôt vous les considérez comme des obstacles à l'atteinte de cette finalité-là. Merci. Elles ne sont pas... moi, je ne les mets pas dans le même panier. C'est-à-dire, je distingue très clairement l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, des trois autres que vous avez cités, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pourquoi ? Parce que le système de valeurs auquel les unes et les autres se réfèrent est fondamentalement différent. C'est-à-dire que l'ONU, je ne connais pas sa charte fondatrice par cœur, mais en gros, elle est inspirée par les valeurs, non pas de l'illumination, mais des lumières, à la fois des droits de l'homme, mais dans une logique universaliste qui, je crois, est très profondément enracinée, qui est remis véritablement en cause par personne, par aucun pays, par aucune culture, et qui par ailleurs, dans sa structure même, met en scène, théâtralise véritablement la communauté internationale. Quand on a parlé rapidement de société humaine tout à l'heure, il y a aussi un enjeu de représentation dans la société humaine qui est que ça passe par la structure politique et l'ONU est la scène, au sens propre du terme, où la société humaine peut se représenter à tous les sens du mot et se parler. Après, la question c'est est-ce que c'est efficace ou pas, est-ce qu'on arrive à des résultats ou pas, c'est un autre débat. Mais en tant que tel, l'instrument ONU me paraît non seulement rester quand même sur des idéaux qui restent très beaux, rester animé malgré la complexité, la bureaucratie, les contradictions et toutes sortes de choses par une capacité à porter un idéal qui peut parler à presque tous les pays du monde. Voilà. Après, comment redonner à cet instrument, qui est d'ailleurs un instrument parmi d'autres, sa pleine force les trois autres banques mondiales, le Fonds monétaire international, l'OMC, sont fondées précisément sur des valeurs très clairement exprimées. L'OMC, c'est la libéralisation du marché mondial par principe. Et donc il y a plein d'exemples qui montrent que c'est néfaste. Et puis le Fonds monétaire international
mondiale, on les a vus à l'œuvre. Voilà. Donc je ne sais pas s'il faut les détruire ou pas, les supprimer ou pas. Je serais assez partisan, mais c'est peut-être une vue un petit peu radicale qui appellerait des nuances. Mais je sais pas, je vais prendre un exemple. J'ai lu quelque chose sur la Banque mondiale aujourd'hui. Alors, il s'apprête à. Il voudrait payer des avocats ou aider l'État de Madagascar à payer des avocats pour mieux négocier les contrats des compagnies minières qui viennent à Madagascar. Quelque part, il y a quelque chose de profondément pervers dans ce jeu-là. C'est sans doute pas des avocats dont il faut doter Madagascar. C'est remettre en cause la nature même du type de contrat minier qui existe entre Rio Tinto ou Xstrata et un État comme Madagascar qui est pauvre parmi les pauvres, en plus atteint d'une corruption, je crois, très considérable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ces logiques qui sont des logiques perverses en fait. Je crois que ces trois instruments sont des instruments de la domination capitaliste et devenue néolibérale, alors que l'ONU conserve un potentiel, ne serait-ce que parce que ça organise le débat, ça organise la rencontre, la discussion, parfois les affrontements, alors que ces trois institutions, au contraire, sont dans des logiques de domination. D'ailleurs, dans l'histoire de la Banque mondiale, si je me rappelle bien, elle a pris son essor beaucoup, je crois que c'était sous McNamara, dans les années 60 et 70, et l'enjeu explicite, c'était de soutenir les pays du Sud pour éviter qu'ils tombent dans le communisme, dans l'orbite de l'Union soviétique. Alors, ça pouvait se comprendre dans le contexte de l'époque, mais toujours est-il que ça avait une vue politique et idéologique extrêmement marquée. Donc, si l'OMC, d'ailleurs tous les États avec qui ils le peuvent, ils se débarrassent du FMI. Le Brésil, le jour, je crois que l'Argentine aussi a réussi, le jour où ils ont rendu le dernier dollar au FMI, ils sont dit restez chez vous, et tout ce qu'ils veulent, c'est créer leur propre fonds. Nous, en Europe, on n'en est pas là. C'est un peu inquiétant. Par exemple, les Portugais ou les Grecs parlent de la Troïka. Alors la Troïka, c'est... Enfin non, il n'y a pas encore la Banque mondiale, mais c'est Banque centrale européenne, Commission de Bruxelles et Fonds monétaire international. Bon. Voilà, donc vive l'ONU et abat les autres. Peut-être en 2, 3 questions. Et avec quoi oui, donc j'aurais une question d'ordre politique et une question d'ordre économique. Concernant le désenchantement ou le désintéressement de l'individu, du citoyen, certains disent que c'est peut-être lié au fait qu'il se sent un peu laissé pour compte, un peu invisible dans l'équation politique actuelle. Or, est-ce qu'il y a en France, par exemple, des gens, des personnes qui se soumettent, par exemple, de peut-être remplacer ou en fait de ne pas participer à des partis politiques, mais de regarder ça plutôt dans un sens où ce serait peut-être il y a peut-être trop de place à ces organismes versus aux citoyens ordinaires, si on veut. Donc, je ne sais pas si en France, il y a des gens qui parlent d'abolition de partis politiques, ce genre de discours. Voilà. Donc, et l'autre question, c'est technique, c'est concernant le chantier de François Hollande concernant l'économie verte. Je crois qu'il avait annoncé un chantier d'urgence presque dès le début de son mandat. Je me demandais si qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, si il y a eu, si ça évolue et qu'est-ce qu'il y a d'espoir à travers cela. Merci. Alors l'abolition des partis politiques, non, j'ai pas encore entendu ça. C'est une idée qu'il faudra peut-être. Non, on n'en est pas là, à ma connaissance. Il n'y a pas d'idée d'abolition des partis politiques. En revanche, il y a une idée qui fait son chemin, qui est de revoir la Constitution. C'est
une idée qui progresse. On a été, enfin, peut-être pas tout le monde, mais une partie des gens étaient très intéressés par ce qui se passait en Islande. Aussi, comme vous le savez peut-être, il y avait eu en 2005 un référendum en France et dans d'autres pays à propos du traité constitutionnel européen qui avait été très débattu en fait. Les gens en avaient beaucoup discuté, avaient lu les textes, et puis malgré le vote négatif du peuple français et irlandais et islandais, ça avait été imposé. Donc il y a un peu cette logique-là qui revient, de dire le système ne va pas, bon, le parti politique, on sait ce qu'ils valent, entre guillemets, c'est ce que je crois beaucoup de gens disent, et quand ils disent on sait ce qu'ils valent, c'est pas très laudatif, mais l'idée, si on refonde la loi commune, ça c'est quelque chose qui progresse beaucoup. Sur le deuxième aspect, je crains de devoir être un peu critique à l'égard du président de la République française, c'est-à-dire qu'il a effectivement fait une sorte de conférence environnementale en septembre dernier, où il a fait un grand discours pour dire à quel point la France était préoccupée de l'environnement. Il a dû employer 2 ou 3 fois une civilisation. Voilà, vous savez, il y a des éléments de langage, comme on dit maintenant, que tout président de la République se doit d'employer quand il parle d'environnement. La situation est grave, Carrefour, nous allons engager, etc. Et puis en pratique, il a une politique environnementale, à mon sens, désastreuse. Mais vous sentez peut-être que je suis un petit peu... mais bon, on ne change rien au système, on maintient le nucléaire, il y a un projet d'aéroport qui est très symbolique en fait, au nord de Nantes, qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes, et donc ils ont l'idée, et le maire de Nantes se trouve être le Premier ministre actuel, Jean-Marc Ayrault, et il s'est mis dans la tête qu'il faut faire un aéroport, manger 2000 hectares de terres agricoles, et pour enfin développer l'ouest de la France, qui, comme chacun le sait, est à peu près au niveau de développement de Madagascar, dont on parlait tout à l'heure. Il faut absolument faire quelque chose. Et il se trouve qu'un certain nombre de gens, à commencer par les écologistes, disent que c'est un peu bizarre de lancer un grand chantier de transition environnementale et énergétique en commençant par bétonner les terres agricoles. Surtout quand il apparaît que les comptes, les calculs économiques qui justifient cet aéroport sont totalement tronqués, que le préfet qui a signé l'appel d'offres, qui a fini par désigner la compagnie Vinci pour faire construire l'éventuel aéroport, ce préfet se retrouve maintenant par hasard employé par une filiale de Vinci. Voilà, il y a plein de choses bizarres qui se passent. Et donc il y a maintenant une bagarre très forte depuis novembre, avec l'occupation par des gens assez jeunes et qu'on pourrait qualifier de culture anarchiste, qui s'entendent avec les paysans, qui s'investissent beaucoup et qui trouvent aussi un accord, même si c'est souvent difficile au jour le jour, avec les opposants traditionnels, beaucoup plus légalistes, mais qui ont soutenu l'occupation face à des forces de police en grand nombre. Donc voilà, je pourrais vous en dire encore plus, mais comme souvent avec ceux qu'on appelle les sociaux-démocrates, partis de gauche, mais ça il y a un vrai problème, on fait toujours des très beaux discours et on fait la politique de la droite. Et ça renvoie peut-être à ce que vous disiez sur l'abolition des partis politiques. En tout cas, il y a chez pas mal de gens un dégoût assez grand qui revient à dire mais UMP, alors chez nous c'est le parti de droite, ça serait chez vous, je ne sais pas, le parti libéral ou le parti conservateur, et puis le PS, parti socialiste, mais ils font la même politique sur les choix économiques, sur la dette, sur les autoroutes, sur la LGV, surtout sur la technologie, sur tous les grands choix, ils sont d'accord, à une seule nuance près, mais elle est absolument capitale, bien sûr, c'est le mariage gay. Alors ça c'est très bien parce qu'on a su, d'ailleurs je pense que Hollande, qui est un fin politique à défaut d'être autre chose, par exemple un homme d'État, s'est dit bon il faut que je me remarque à gauche, donc je vais agiter le chiffon rouge, et il a lancé le mariage gay, et donc ça a très bien marché, l'UMP était ravi. Donc voilà. Donc l'économie verte,
verte, transition écologique, tout ça. Non, c'est malheureusement très décevant. Et je dirais, enfin, j'en parle un peu en riant et avec beaucoup d'ironie, vous le sentez, mais aussi pas mal de tristesse, parce que, comme beaucoup de gens, on a voté majoritairement pour ne plus avoir Sarkozy, qui était, lui, néfaste, et qui conduisait dans cette logique autoritaire dont j'ai parlé. Mais il y avait quand même un vague espoir que quand Hollande déclarait « mon ennemi c'est la finance », il mettrait quelques réalités derrière les mots. Et non, en fait, il cède surtout. Et donc ça crée une confusion politique importante, c'est que malgré tout, la radio, tout ça, répète, c'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche. Et donc, beaucoup de gens sont démunis parce que si vous avez un adversaire de droite, c'est clair, c'est un type comme Sarkozy, mais peut-être Jean Charest, c'était comparable, la politique était tellement caricaturale, tellement bien comprise qu'on le savait, et donc on peut s'opposer, mais quand c'est quelqu'un qui est censé être de votre camp ou en accord avec vos idées, ça devient très compliqué de critiquer, alors qu'en fait il fait la politique de l'adversaire caricatural. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça crée un malaise extrêmement grand et je pense très, très néfaste dans la société, dans la politique française, surtout qu'on a un pays qui s'est structuré sur les concepts de droite et de gauche. Alors qu'on a une gauche qui fait la droite, donc maintenant on dit des gauches, ça devient très compliqué, on ne sait plus très bien où on en est. Oui, bonsoir. Déjà, premièrement, je ne pense pas que la transition écologique passe par l'économie verte du tout, mais ça c'est très personnel. Deuxièmement, en fait, je voudrais revenir à ce que vous disiez au départ sur les institutions, puis le fait que, si j'ai bien compris, pour vous, les mouvements populaires, dans le fond, n'aboutissent à rien si ça peut se faire à un moment donné par les institutions. Mais dans le fond, ce que je voudrais poser comme question, c'est est-ce que le fait d'avouer ça, c'est pas déposséder finalement le citoyen du pouvoir d'action, de dire de toute manière, peu importe ce que je vais faire, à partir du moment où les institutions ne bougeront pas, dans le fond, rien ne pourra se produire. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez des mouvements autogérés, par exemple, qui sont des alternatives qui marchent de plus en plus, on voit de plus en plus, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreuses, qui sont venues notamment en Argentine, par exemple, puis qui, finalement, à la place d'essayer de renverser un système, on voit qu'elles construisent un système à côté du système actuel, puis que ce système-là marche. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et puis une deuxième chose par rapport à la médiatisation, dans le fond, on voit actuellement, on entend pas mal comme information dans les médias, ça tourne beaucoup autour des problèmes, puis finalement ça joue le rôle de l'oligarchie, donc de parler de discrimination, d'inégalité, de violence, etc. Mais du coup, donc ma deuxième question, ce serait, est-ce qu'on aurait besoin en fait, de reconnaissance médiatique des mouvements populaires pour que ces mouvements puissent avoir une importance? Voilà. Alors, je ne veux pas avoir donné l'impression que mon discours était les mouvements populaires doivent faire ceci, doivent faire cela, etc. C'est plus de la réflexion et c'était l'expression d'une impression. Après, c'est matière à débat. Et il faut aussi bien entendre ce qu'on entend par la sphère institutionnelle. Moi, ayant observé un peu le mouvement chilien, ayant pas mal suivi en France le mouvement des indignés et pas mal de bagarres, je me dis que c'est important qu'il y ait à un moment donné ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un dans le système représentatif et institutionnel tel qu'il est, des dispositifs qui permettent de porter la parole et les revendications pour changer par la loi, par la règle, par quand même ce qui est important. Par exemple, je reprends l'exemple du Portugal. En fait, il réagissait au... C'est vous qui m'avez posé la question. Je cherche la personne. Je ne vous voyais plus, pardon. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Le Portugal, en fait, quelque chose qui avait vraiment mis... Les Portugais sont, semble-t-il, des gens assez calmes. Enfin, c'est ce qu'on dit. Le gouvernement avait une idée d'augmenter les cotisations sociales pour tout le monde et de diminuer les cotisations patronales. Alors ça a quand même choqué les gens sont bizarres, donc ils sont descendus à 1,5 million de personnes dans la rue
et le gouvernement était obligé de reculer quand même. C'est ça que j'entends par le jeu institutionnel, c'est que quand il y a une revendication claire, etc., il y a des choses qui bougent. Après tout, d'une certaine manière, la question des droits d'inscription à l'université, qui était l'élément, si j'ai bien compris, qui avait amorcé le printemps érable, a conduit quand même à un changement politique, a accéléré un changement politique et a conduit au fait que ces règles d'inscription à l'université ont été changées. J'espère ne pas dire de bêtises factuelles. Voilà, la question institutionnelle, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à changer les choses par les lois, par les normes, etc. Après, en revanche, est-ce que ça change le système dans son ensemble? Et là, on est bien d'accord que non. C'est-à-dire que pour l'instant, on est un État où, et ça renvoie pas seulement à la question de la transmission institutionnelle, mais ça renvoie plutôt à la question de savoir est-ce qu'il y a une représentation dans les mouvements qui est suffisamment claire pour savoir ce qu'on veut mettre à la place, ou est-ce que la colère est suffisamment grande pour enclencher un bouleversement tellement grand que le jeu institutionnel sera obligé de se réformer radicalement, voire plus. Et c'est ça aussi la question. Après, est-ce que ce que je pense des mouvements autogérés, ben moi j'en pense le plus grand bien, parce que, et là aussi l'expérience, notamment sur Notre-Dame-des-Landes, c'est dommage que ça vous soit moins familier, mais c'est vraiment quelque chose d'important en France, même si ça paraît un peu micro par rapport aux autres exemples qu'on a cités, parce que ce qui est très intéressant, c'est que c'est des formes de bagarre sur place horizontale qui se passent. Quand je disais culture anarchiste, c'est vraiment aussi, dans ce qui se passe à cet endroit-là, la recherche de pratiques démocratiques réelles, d'ailleurs que je crois on observe dans beaucoup de mouvements, c'était le cas au Chili, je crois que c'était là aussi le cas dans le mouvement étudiant l'année dernière, si j'ai bien compris ici. Voilà, dans tous ces mouvements, il y a comment est-ce qu'on établit des rapports démocratiques où il n'y ait pas de hiérarchie avec le porte-parole qui finira par exercer le pouvoir, où il y a des systèmes de mandats qui tournent, enfin bon, et de ce point de vue-là, moi je trouve que c'est absolument essentiel, et ça a permis, enfin dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, ça permet d'obtenir des choses, parce que quand on rentre dans un système vraiment démocratique, et ben, c'est aussi quand on parlait des citoyens tout à l'heure, une clé de la démocratie, c'est que les gens se considèrent vraiment porteurs du destin commun et participent à la discussion commune avec autant de force que quiconque. Et de ce point de vue-là, ça veut dire aussi que quand les décisions sont prises ou que quand l'accord se fait, ben, il va être porté par tout le monde. En revanche, et c'était intéressant, l'affaire Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'il y avait une alliance avec des forces plus classiques. C'est-à-dire qu'il y avait quand même dans cet endroit une opposition de plus de 10 ans, sous des formes plus traditionnelles, plus légalistes, etc. Et ce qui a paru intéressant, c'est qu'à la fois il y a une alliance entre les deux cultures, et d'une certaine manière une contamination, au bon sens du terme, de l'une par l'autre, et un petit peu de l'autre par l'une. C'est-à-dire que la logique démocratique anarchiste, mais le mot anarchiste, enfin, c'est au très bon sens du terme, ou démocratique, c'est non hiérarchique, etc., a assez bien passé du côté de l'opposition plus traditionnelle, et inversement, il y a aussi des logiques parfois de réalisme politique sur des situations concrètes qui sont passées de l'autre côté. Et tous ces gens arrivent à discuter ensemble. Et donc, moi je dirais, c'est peut-être aussi l'idée du passage sur la sphère institutionnelle, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire que les mouvements autogérés s'inscrivent quand même dans l'univers de la réalité sociale et cherchent à rentrer dans des alliances avec des instruments, des outils plus traditionnels. Et peut-être que ça rejoint d'ailleurs la question du syndicat qu'on a posée au tout début. C'est que, est-ce qu'il y a la capacité de forces plus traditionnelles, mais qui ont leur histoire, qui ont d'une certaine manière leur légitimité, qui ont leur point d'entrée dans la sphère institutionnelle. La sphère institutionnelle, elle reste importante, parce que c'est elle qui définit la loi, c'est elle qui emploie les forces de police, c'est elle qui emploie à la fois qui dit à la fois la règle et qui dit la sanction. Donc on ne peut quand même pas la négliger. Donc est-ce que il ne peut pas y avoir une dynamisation réciproque de ces deux formes que l'on voit?
Bon, vous voyez, j'ai pas une réponse définitive, je cherche, etc. Mais moi, c'est ça que je trouve intéressant. Après, il y a les mouvements autogérés. Moi, d'après ce que j'ai vu, mais là, c'est une connaissance très livresque, en Espagne, je crois que vous avez cité l'Amérique latine, mais en Espagne aussi, je crois que c'est le cas en Grèce, on voit aussi des gens qui prennent le même en main, qui reprennent des sociétés, des entreprises, qui réinstaurent des coopératives. Il y a un ou deux cas où ils ont investi des grands domaines agricoles pour les exploiter eux-mêmes. Donc ça, c'est très porteur, mais enfin, c'est au contraire plus que porteur, même, c'est très important. Mais est-ce qu'on ne peut pas le voir en disant que ça signifie que la société sort du fatalisme qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à beaucoup de nos concitoyens qui disent, bon, se rendre compte au niveau très concret qu'on peut agir, on peut transformer les choses, et arrive à recontaminer aussi vers le haut, vers ceux qui auraient accès à la sphère institutionnelle. Sachant qu'en fait, le but ultime, c'est aussi de changer le mode de régulation de ce qu'on appelle la sphère institutionnelle. Quand j'emploie le terme institutionnel, en fait, je l'emploie dans un sens assez neutre. Je veux dire la façon dont l'Assemblée des citoyens, si on est en démocratie, met en scène et édicte la loi. Et avec la loi, il y a quand même, enfin moi ça me paraît au sens premier du mot essentiel, comment aussi on va se dire qu'on va à la fois faire respecter la loi et dans le même temps organiser la délibération et la discussion sur la loi, parce que peut-être qu'on se rendra compte que quelques années après, il y aura besoin, il faudra d'autres lois. Donc voilà, j'espère être clair. Sur les médias, la reconnaissance. Alors, mais ça m'ennuie de parler de Notre-Dame-des-Landes, mais il se trouve qu'en plus, en tant que journaliste, j'y ai été très impliqué. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'évidemment, vous n'avez pas la même, on n'a pas la même culture politique sur ce point précis. Ce qui était intéressant, c'est que c'est un mouvement qui s'est fait quasiment sans les médias officiels. En revanche, beaucoup par les propres sites internet des gens qui sont impliqués dans cette lutte et par un certain nombre de sites, je ne vais pas les citer ici, mais qui ont porté l'information. Et c'est intéressant parce que pour la première fois, il y a une dynamique sociale de lutte qui s'est mise en place, et l'information est absolument importante, mais finalement, si on fait le bilan, on n'avait pas besoin des médias officiels. Ce que j'appelle médias officiels, c'est les grands journaux, y compris les journaux de gauche, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment important, parce que je pense qu'il y a 10 ans, ça n'aurait pas été possible. C'est-à-dire qu'il fallait, à un moment donné, passer par ça. Donc, la question des médias, on peut peut-être là, oui, il y a besoin, je dirais pas d'une reconnaissance médiatique des mouvements, pour reprendre votre expression, mais en revanche, les mouvements ont besoin de communiquer les uns par rapport aux autres, au sein même de ceux qui se sont participés à ça, on a besoin d'informations, et par ailleurs, il faut pouvoir diffuser de l'information auprès de gens qui ne seront peut-être pas impliqués, mais qui seront quand même intéressés, ou qui voudront savoir ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, je crois que par Internet, les médias sociaux, etc., il y a un vrai travail à faire, parce qu'on peut commencer en revanche à se passer des médias officiels, même s'ils restent très importants globalement, on l'a vu tout à l'heure, mais sur des questions déterminées, quand la société se met vraiment en mouvement, elle est aussi en état de créer ces médias, et par ailleurs, il y a des journalistes qui se bagarrent aussi de manière indépendante pour créer ces espaces, parce qu'il y a quand même une certaine technicité, un certain savoir-faire, créer ces espaces qui sont en quelque sorte au service des mouvements et au service du peuple, parce que fondamentalement, on a tendance à l'oublier. Enfin, moi, je suis journaliste, mais on a tendance à oublier que les médias, les journaux, sont au service de la société. Ils ne sont pas au service des puissants qui les possèdent. Donc, si on a des médias qui sont autogérés, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à des capitalistes, eh ben, on peut retrouver la liberté. Alors, Hervé, je vais vous demander de dire un dernier mot, conclure sur la richesse des échanges que nous avons eus ce soir. D'abord, merci à vous toutes et tous pour l'excellence de vos questions et de ce partage aussi avec notre invité. Alors, peut-être un mot de la fin. Le mot fin, c'est... Non, écoutez, vous dire, j'étais très, très heureux
J'ai peut-être été compliqué, mais comme parfois, mais comme on est dans un cadre universitaire, ça fait plaisir et du coup, je sais pas comment. J'étais très content d'être là. Merci beaucoup. Et si jamais vous souhaitiez une dédicace d'un volume, M. Camp se fera plaisir de vous rendre disponible en quelques minutes. Alors, c'était la conférence de M. Hervé Kempf en direct de l'Agora Hydro-Québec au cœur du complexe des sciences de l'UQAM, en direct sur 99media.org. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et soyez attentifs à mon Twitter et Facebook pour découvrir les prochaines web diffusions. Merci à tous. J'aimais ça quand oui. En fait, je ne sais pas si tu vas avoir l'énergie mentale, mais je voulais faire une entrevue justement axée sur toute la question de la participation des véhicules médiatiques à l'aggravation de la crise, en fait, puis la place des médias plus autonomes dans le... Merci beaucoup. Vas-y. Je te pensais là. Ouais, j'étais là aussi. Je sais pas, moi je dis quoi là, puis là je m'en vais là-bas qui est ici. Ah ouais? Ah, ok. Non, parce que j'étais pas loin, là. J'étais dans le café, mais la connexion était pas bonne dans le café. Ah ouais, c'est ça. C'est dans le café que la connexion était pas bonne parce que c'était 1-1, les images ont bien sorti. Je m'écoutais moi-même là, parce que j'ai pas mon feedback direct. Okay. Je m'écoutais moi-même. Puis non, super bien été. Il y a juste mon petit. Vu que le fichier vidéo est gros, fait qu'à toutes les heures, je perds une couple de secondes parce que ça coupe, ça sauve la vidéo, puis ça repart tout de suite. Tu sais, j'ai pas besoin de l'arrêter et de repartir. Là. Ça le fait automatiquement puis ça continue. Mais non, ça. Puis c'est encore en direct, fait qu'ils entendent tout. En ce moment? Ouais, parce que là, je vais essayer de prendre avec. Hey, c'était bien moins long que prévu. On m'avait dit 3 quarts d'heure de présentation, puis 2 heures de question. En fait, en ce moment, j'ai 7 heures à peu près. Ça fait moins tard. Moi, c'est ça. C'est terminé, c'est ce que je pensais. C'est ça, ça fait des années. Merci d'être là. Ben, je peux quand même le dire. On sont contents de participer. Vous voyez, c'est ça, on va se faire influencer directement, pas directement, mais bon, de par son discours, ça oui, effectivement, les indépendants, Exact. on est le contre-poids de l'oligarchie médiatique qui a déjà en place. On va avoir une formation différente. Propagande contre-propagande. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que vous allez venir donner la conférence?
demain à midi, je vais être là absolument. Moi, je suis Denis Le Tourneau, je suis responsable. Je suis celui qui est invité. C'est mon papa. C'est le troisième. Vous allez pouvoir le réécouter. Une quatrième fois. Certainement. Moi, j'ai vu le courriel à Marie-Laure aussi. C'est ça, j'ai jasé beaucoup avec puis là, tout ce qui se dit présentement, ça pogne sa caméra, ça sort. Si je te dis, ça passe. Peux-tu passer le meuble, là? Non, non! Non! Hey, je me suis pas peigné un matin. T'as pas de problème là, toi, là? Non, mais par contre, j'ai vu mon premier coup de soleil de l'année. Ah ouais, ouais. Juste le temps d'une performance au cégep Vieux, là, parce que ça a duré peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure, puis je me concentre là-dessus. Je vais faire mon son, j'enlève mon char. J'ai couché hier soir, la tête est sortie de la régie, j'ai tellement de cheveux que ça pourrait pas chez Carmela. J'ai les cheveux longs, ça donne ça. Quand ils sont longs, ça fait ça. Quand ils sont beaux, ça fait ça. Parce que je fais 15 ans que je l'ai vu. Exactement ce que je veux. Je me suis rasé 2 étés. C'est le conseil de recherche. Qui accorde à chaque année à des diplômés de. J'envoie ici, j'avais mon courriel, Il n'y a pas beaucoup de monde qui applique. C'est super intéressant. Non, mais tu dis, demain à midi, qu'est-ce qu'il y a demain? Demain à midi, à quel moment? Parce que il y a une activité qui conclut la semaine de citoyenneté au Cégep du Vieux-Montréal, qui commence le matin 8h à 4h. Mais tu sais qu'à 19h, il y a quelque chose de spécial. Je vois la femme. Moi, j'aime ça quand je reçois de l'info de même. Oui, à l'UQAM. Oui, je vais être là. Ça aussi, c'est déjà mon... C'est merveilleux. Pour ça. Ouais. Une carte de presse, là, que ce soit celle que tu as dans le ou celle de Magic, ça ne vaut pas nécessairement plus, mais après, c'est sûr que si tu as une carte de presse officielle, puis que. Mais tu sais, il y a des journalistes avec des cartes de presse FTQ qui sont en train de dire « Ah, ça n'existe plus ça, les cartes de presse, pendant la grève. » Et comment nous autres, on s'en sacre, tasse-toi parce que tu vas manger. Le plus drôle, c'est que sur 16, 15 matchs, il y a juste eu ma carte qui sort de ça. Là, il y a 2 autres gars qui avaient des grosses attaques, et un qui était indépendant. C'est parce qu'ils veulent pas, se faire voir. Un de nos gars de Canadien Media qui avait une petite caméra semblable à ça. Lui, ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé. C'est ça qu'ils ont capoté, l'arbitrage, la patente. Tu sais, j'ai aujourd'hui, j'ai vu ça. Apparemment, Marc Parent a fait une déclaration comme quoi on n'appliquerait pas P6 s'il y avait une manif spontanée après la victoire du Canada. Il n'a pas dit une émeute, tu sais. Mais s'il y avait une manif spontanée en sortant du Centre Bell, on n'appliquerait pas P6. Ça, puis après ça, il va dire non, on ne fait pas de profilage politique. Voyons non, Chris, comment ils font pour dire les affaires de même? Il n'y a pas de conseiller encore, ce monde.